Bonsoir à tous, bienvenue sur Le Monde en face en partenariat avec France Info. Est-ce un effet de la crise? Aujourd'hui, un Français sur 3 aurait déjà travaillé au noir. Du particulier qui emploie une femme de ménage sans la déclarer, aux faux auto-entrepreneurs ou encore aux employeurs du BTP qui embauchent illégalement. L'ampleur de la fraude n'est évidemment pas la même, mais au final, chaque année, ce sont 20 milliards d'euros qui échappent à l'État. Nous sommes partis sur les traces de ceux qui traquent le travail au noir, mais aussi de ceux qui ne peuvent plus s'en passer. Aujourd'hui, je déclare 68 000 euros de chiffre d'affaires, alors que j'en fais 206 000. Donc maintenant, demain, effectivement, si j'ai un contrôle, on va me fermer. Alors oui, je fais du black, et je n'ai absolument pas honte de faire du black. Le gouvernement, c'est lui qui devrait avoir honte de m'obliger à être malhonnête. Le travail au noir est-il inévitable? Que risque le particulier qui emploie occasionnellement sans déclarer? Quelles conséquences pour le salarié employé illégalement? Nous en parlerons avec nos invités, mais tout de suite, Travail au noir, c'est un film de Cyril Danvers et Marie-France Barrier. Là, c'est quoi, là? Ah, c'est de la vaisselle, merde. Et comment on ouvre? Ah bah oui, il faut mettre une poignée. Poignée là-haut. Ouais. Ok. Je crois qu'on est pas mal, hein. Pour ce qui reste entre nous... 6 000, je crois. Ah oui, il y a 180 euros de peinture, là, c'est ça. Il y a 6 000 à l'espace. Ouais. Il n'y a pas de problème. On a un petit deal sur certaines choses où je paye en espèces. Voilà, pour réduire la facture. Et pourquoi? Parce qu'en ce moment, les temps sont durs. La main-d'œuvre en France, de toute façon, elle est chère puisqu'il y a beaucoup de charges. On peut pas dire qu'on se sente bien, c'est pas vrai, on se sent pas bien, mais voilà, on a arbitré entre pas bien se sentir et bien se sentir chez nous. Donc on se sent bien chez nous. Entre nous, n'avez-vous jamais cédé aux petits arrangements du travail au noir? Dans nombre de secteurs comme le bâtiment ou la restauration, il est depuis longtemps entré dans les mœurs. Seulement voilà, la crise n'en finit plus. Le travail illégal explose et séduit du haut en bas de la pyramide sociale. Cette France qui triche ou qui subit a plusieurs visages. En voici quelques portraits. Oui, allô? Bonjour madame, je vous appelle au sujet d'une petite annonce d'ongles à domicile. Quand vous mettez URSSAF, c'est qu'il faut vous déclarer? Ah non, c'est juste qu'il faut mettre ça pour que l'annonce soit valide ou quoi. Je vous donne une fourchette de prix, avec matériel, je vous le fais à 1 500. Je voudrais bien que vous me payiez en espèces, donc ça m'arrangerait plus. On est 8 musiciens, on joue de la musique joyeuse et presque au black parce que normalement il faudrait déclarer les musiciens, mais là on va pas s'en sortir parce que faut multiplier par 2, vous savez, avec un bulletin de salaire, parce qu'il y a des intermittents dans le groupe, notamment moi. Là vous aurez, il n'y a pas de charge et tout ça, c'est tout compris, hein. Ce matin, on va intervenir sur un exposant de fruits et légumes, un forain, qui est à Plan de Cuc. Au vu des recherches qui ont été faites en amont, on est susceptible de constater 5 salariés non déclarés. David, tu vas prendre celui-ci, hein, tu le photographies. Eric, tu vas prendre celui-ci. D'accord. Et... Sur un parking de la banlieue de Marseille, des inspecteurs de l'URSSAF sont en opération. Après plusieurs repérages, ils auraient identifié un commerçant fraudeur, un marchand de fruits et légumes. Les marchés sont dans le collimateur de l'URSSAF PACA, là où le travail au noir est une pratique habituelle. Comme pour chaque opération, les contrôles se font toujours en flagrant délit. Un contrôle URSSAF, d'accord?
Mais attendez, comment je demande? Ben oui, mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous faites derrière la caisse là? Est-ce que vous avez quelque chose à y faire au moins? Je donne un coup de main, moi. Voilà, c'est bien ce que je vous dis, vous êtes donné un coup de main, donc ça veut dire quoi, un coup de main? C'est déclaré, c'est pas déclaré? Non, comme c'est un collègue à moi. Ah oui, bien sûr, oui. La semaine dernière aussi? Non, il n'était pas. Si, vous étiez à la plaine. Ah, mais monsieur, vous ne me la faites pas, d'accord? Donc vous venez, vous laissez tomber en attendant, hein, puisque vous n'allez pas être là. Donc vous avez commencé quand, la semaine dernière, ou déjà ça vous est déjà arrivé avant? Ça vous arrive de temps en temps? De temps en temps. De temps en temps. La date, je ne sais pas. D'accord. Donc vous n'avez pas signé d'attestation d'embauche, etc. Non, c'est occasionnel. D'accord. Uniquement le samedi? Oui. Donc depuis combien de temps vous donnez un coup de main à votre frère, à votre cousin? Une fois de temps, mais deux fois par mois. 2 fois par mois. Il vous paye un peu quand même? Non. En contrepartie de ce coup de main, il vous donne combien par jour? Ouais, des légumes, là. Hein. Comment? Des légumes, hein. Je n'ai pas compris. Des légumes, là. Ah, et vous, ça. Et le poids lourd, qui c'est qui l'a amené ce matin? Ben, c'est le patron. C'est Kamel? Vous connaissez Kamel? Monsieur, on vient comme ça. On passait par là, par hasard, et... À vous, il ne va rien vous arriver. Lui, on ne sait pas encore, mais vous, il ne va rien vous arriver. Le salarié est protégé en France, quoi qu'il arrive. Même s'il n'est pas déclaré, il est protégé. Si vous n'êtes pas déclaré, vous n'avez rien à faire là. On est bien d'accord. C'est une question... Ah ben ça c'est autre chose. Vous allez me dire combien vous prenez d'ailleurs. On va compter ensemble, hein. Comment? Allez-y, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Vous avez donné votre numéro de téléphone? J'ai tout donné au monsieur. D'accord. C'est bien. Qu'est-ce qu'on en fait de... Mais vous laissez, c'est courrier. Alors, on peut partir. Ils ne sont pas en règle et donc ils encaissent plus. Si vous n'avez pas payé, il faut tout laisser. Ah ben merde. Le responsable de la brigade régionale de lutte contre le travail illégal, Alain, est un homme engagé. Il est depuis 33 ans sur le terrain, au service de l'URSSAF, l'organisme chargé de collecter nos cotisations et de faire tourner le système de la protection sociale en France. Je travaille pour vous, vous comprenez? On parle du régime de base de la sécurité sociale. Hein, c'est un régime qui fait que c'est par répartition. Donc ce que je cotise aujourd'hui, c'est pour vous. Et j'en suis content. Et j'espère que derrière, ce sera de même. Donc si vous voulez percevoir votre retraite à l'avenir, oui, mais si personne ne cotise derrière, on va faire comment? J'espère que ça vous fait plaisir. Oui. Bonne journée, madame. Au revoir. Les clients semblent comprendre l'action de l'URSSAF. En revanche, les employés restent solidaires de leur patron, de celui qui leur fournit un petit boulot. Bonjour madame. C'est vous Colette? Colette, oui, pourquoi? Bonjour. Non, oui. Je disais le numéro de téléphone, vous l'avez donné à mon collègue, le numéro de téléphone du patron d'ici? Oui, j'ai appelé la direction. Est-ce que vous avez son numéro de téléphone, s'il vous plaît? Moi, je l'ai pas. Mais comment vous avez appelé alors si vous n'avez pas de numéro de téléphone, madame? Madame. Moi, je ne sais pas. Comme j'ai expliqué, on appelle la police va venir, va tout saisir. Soit vous l'appelez, on se trouve un arrangement. Monsieur, voilà. madame. Donc je vais appeler-le et c'est moi qui lui parle. Parce que sinon, il va tout perdre, ça ne sert à rien. Alors, arrêtez de protéger ce qui est improtégeable. Hein, il faut arrêter, quoi. La situation est tellement pourrie que ne devenez pas complice alors que vous êtes des salariés, quoi. Moi, je vais vous dire une chose, monsieur. Je suis complice de tous les députés, de tous les sénateurs. Hein? On va voir un peu qu'est-ce qui touche à la fin du mois, c'est cochon. Dites-on, il a besoin de tout cet argent. De quoi nous parlons, là? De quoi nous parlons? Moi, j'ai besoin de l'argent. Je regarde pour une salade, et eux regardent pas pour une salade. Je vous le dis. Je ne vous discute pas sur les prix des légumes. Je vous donne ce qui que tout salarié doit mériter salaire et doit déclarer. Voilà, d'accord? Voilà. Non, il ne faut pas se servir le stand est fermé, madame, s'il vous plaît. Bonjour. Le stand abandonné par ses vendeurs, le gérant finit par se manifester. Monsieur Kamel, bonjour. On a contrôlé votre stand. Il y a 4 personnes non déclarées. C'est quoi ça? Comment? Oui, alors, c'est oui ou c'est non? Vous le savez? Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Venez avec moi, on va aller au camion.
Donc, je suis au courant de tout, n'insultez pas mon intelligence, d'accord? Et on va essayer de faire les choses de façon courtoise, que ça se passe bien. Je vais vous donner l'occasion de réfléchir pendant une semaine ou deux à ce que vous allez m'apporter comme pièce et à ce que vous allez me dire. D'accord? Parce que là, on a dépassé le stade de la tolérance. Alors, les conseils que je vous donne, c'est de nous dire la vérité. Non, mais oui, d'accord? Parce que j'ai des éléments. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je... Ah ben, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Plus au civil, ce qu'on va, nous, on va vous réclamer pour les salariés non déclarés. Voilà. Hein? Passez une bonne journée. Bon. Vous y allez fort, là, quand même, non? Attendez. Est-ce que vous trouvez que c'est d'y aller fort que de s'attaquer à ce genre de phénomène? Si on continue comme ça, est-ce que vous pensez que c'est y aller fort que de ne plus pouvoir soigner des enfants qui ont la leucémie et le cancer parce qu'on n'aura plus de financement? Vous croyez que ça, c'est y aller fort? Ben, je suis désolé, mais je le fais de façon ferme, mais correcte. Parce que je suis un peu dépité quand je vois ce qui se passe. Qu'on n'a même pas un salarié déclaré sur un stand. Même pas un. Ce que vous avez pu voir sur cette opération-là, c'est quelque chose qui n'est pas isolé. Hein, je dirais que malheureusement, c'est une situation et c'est un contrôle ordinaire. La quasi-intégralité de nos cotisants respectent la réglementation. Tous les mois ou tous les trimestres, les masses salariales ou les revenus sont déclarés. Les cotisations sont calculées. Les cotisations font l'objet d'un paiement spontané. Parfois, on accompagne un peu les cotisants par des délais de paiement parce qu'il y a une situation économique qui est difficile. Mais je pense aussi que si tout le monde respectait les règles du jeu, je pense que les prélèvements obligatoires ne seraient pas aussi élevés. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. De moins en moins de Français respectent les règles. Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, fraude des entreprises et des particuliers confondus, ce sont 20 milliards d'euros qui ont manqué à l'État en 2012. Ce chiffre a doublé en 8 ans. Avec la crise et la baisse de leur niveau de vie, les Français n'ont plus tous les moyens de l'honnêteté. La pression fiscale, toujours plus forte, ébranle le pacte républicain. Chacun essaie d'abord de s'en sortir avant de se soucier des autres, de la collectivité. Travailler sans faire du black, ça serait plus possible. Parce que c'est quand même presque plus d'un quart de mes revenus. Imaginez-vous une somme 500 € par mois au black. Imaginez ce qu'on peut acheter. On peut faire plaisir à notre famille. On peut acheter des jouets plus sympas à nos enfants. On peut leur acheter des livres aussi. Mais, je sais pas, ça fait un peu bref de comptoir, mais malheureusement, c'est la vie de tous les jours, quoi. Et la vie de tous les jours, eh ben, je suis désolée, mais elle n'est pas facile. Boucler les fins de mois, se donner un peu d'air, les petits arrangements entre particuliers vont bon train sur les sites des petites annonces, véritable pépinière de l'économie souterraine. Moi, je travaille pour un cabinet d'architecte et en plus, je travaille pour moi. Voilà. Il n'y a pas de facture. Après, je viens de déposer l'annonce. Après, moi, j'ai déjà fait comme ça pour des copains, pour une entreprise et j'étais pas déclarée. Tonte, ramassage des feuilles, enfin évacuation des feuilles et tout ça, faut compter à peu près 20 € de l'heure. Je ferai plutôt de la main à la main, oui. Ça dépend de vous. Ça dépend du montant déjà du devis qu'on va faire. Et si vous nous acceptez comme ça, tant mieux. Puis si vous acceptez pas, bah on peut s'arranger en liquide, quoi. Le travail au noir ne se résume pas seulement à d'avantageuses transactions commerciales. Il s'impose aussi à des employés qui n'ont pas le choix. Le plus souvent sous la forme du travail gris, c'est-à-dire la minoration des heures travaillées. Zita Aubra, la responsable à la CFDT du secteur du particulier employeur, est régulièrement confrontée à cette pratique.
Ce matin, elle a rendez-vous avec une employée de maison qui a été licenciée et poussée malgré elle dans le travail gris. Cette jeune femme de 33 ans est dans la nécessité, celle de conserver coûte que coûte un emploi pour envoyer de l'argent à sa fille restée aux Philippines. I've seen that your contract is not really correct because your employer declared you only 150 hours, but in reality, is in your contract it was 9 in the morning until 9 in the evening, an equivalent of 12 hours a day. So I found it that a part of your hours of working is undeclared, I should say. It's what we called in France travail dissimulé, and it is forbidden or it's not allowed by the French law. Il travaille 240 heures par mois et l'employeur la paye, il déclare que 150 heures par mois. De plus, ça n'a pas été déclaré au mois d'août. Il est réglé en espèces. Il n'a pas de bulletin de salaire non plus. Formidable. Bah, formidable pour lui. I was working month of August for 22 days, madam. 22 days, okay. Yes. Including weekends? Yes. I started 8:30 in the morning until 12, something like that, or 12:30. Midnight? Midnight, or 11:30, something like that, in the evening. He pay 2,000. 2,000 euro? Yes, Cash. but cash. And he paid you only 2,000 euro? Yes. Saan yung bahay nila sa bakasyon? Sa Saint-Tropez. Bahay niya yon sa Saint-Tropez? Bahay nila, oo, bahay nila. En fait, l'employeur a une résidence à Saint-Tropez. C'est chic. Hein? I'm going to call him to inform that a part of your working hours are undeclared, and he must include that by regularizing the hours at the end of your préavis. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Je suis Madame Oprah de la CFDT. Je prends en charge le dossier de Madame Moni, qui est votre employée. Était votre employé, mais enfin, tant qu'il est en période de préavis, voilà. C'était juste pour vous expliquer que j'ai constaté dans son contrat de travail qu'il y a quand même une partie non déclarée. Ah bon? Oui. Ah bon? Bon, ben, il va falloir m'expliquer ça, madame, donc, hein? Justement, c'est pour cela. C'est quoi l'histoire, ça, non déclaré? C'est l'objet de mon appel, monsieur. Madame, vous savez pas, vous avez mon adresse, vous m'écrivez, d'accord? Voilà. Ah, vous voulez que je vous écrive? D'accord, merci à vous. Au revoir. Mabigyan lang sila ng yung bang anong tawag dito, yung bang para magtanda sila ate, magkaroon sila ng takot din para sa ganun yung mga susunod na katulong nila. I have one child. It's because I want to give her a good future. That's why I plan to came here in France. That's why I forced myself to earn money for them. I don't expect that I found an employer like this. They are not nice.
I was so sacrificing. I was sacrificed too much. Zita a transmis le dossier au service juridique de la CFDT. Elle envisage une procédure au prud'homme. Dans le service à la personne, on estime que le travail gris, la minoration des heures travaillées, a fait un bond de 70% entre 2008 et 2013. Plus récemment encore, d'autres employeurs ont fait parler d'eux. Il souffle en France un nouveau vent de révolte, celui de la désobéissance fiscale. Patrons de petites et moyennes entreprises, ils se regroupent pour montrer leur force. Ce sont les bonnets rouges, les tondus, les pigeons, les déplumés. Tous revendiquent fièrement de frauder l'État. Je peux les lancer. Dans l'ouest de la France, l'une de ces rebelles, appelons-la Valérie, est mère célibataire et patronne d'un petit restaurant. Elle a 3 employés qu'elle ne déclare pas en totalité. Valérie trafique aussi son chiffre d'affaires pour parvenir, nous dit-elle, à s'en sortir malgré ses 50 heures de travail par semaine. Je suis née dans les cités HLM avec une maman qui avait ses 3 gosses toute seule. Donc moi à 15 ans, je suis allée au boulot et j'ai beaucoup travaillé. Donc beaucoup travaillé, c'était 110 heures de travail dans la semaine. Et puis à 23 ans, j'ai monté ma première affaire. Alors comme j'ai monté cette première affaire-là avec pas un sou dans la poche, eh bien j'ai démarré à faire du black. Et puis à 28 ans, j'ai eu une grosse affaire. Au bout de 2 ans de gérance, j'ai réussi à mettre 50 000 € de côté. Et là, je me suis dit, ça y est, enfin, je vais pouvoir être normale et ne plus faire de black. Et donc j'ai fait tout ce que l'État me demande au niveau comptabilité. Et puis, au résultat et au final, j'ai fait 2 ans et demi tout au carré. Et moi, je gagnais 0 pour 80 heures par semaine. Alors, qu'est-ce qui m'a empêché de gagner de l'argent? C'est tout simple. Un cuisinier, il faisait 50 heures par semaine, c'était un bon cuisinier. Je lui donnais 2300 € net de salaire par mois. Et donc, derrière, il faut compter qu'on donne 2200 € de charges derrière. Donc, les charges sont énormes, quoi. Sur un chiffre d'affaires de 220 000, il y a la moitié qui part déjà pour le personnel. Le jour où j'ai décidé de fermer, mon restaurant était plein, je refusais du monde. Donc je suis arrivée avec 50 000 €, je suis repartie avec 5 000 € et ma gosse sous le bras. Aujourd'hui, je déclare 68 000 € de chiffre d'affaires, alors que j'en fais 206 000. Donc maintenant, demain, effectivement, si j'ai un contrôle, on va me fermer. Alors oui, je fais du black et je n'ai absolument pas honte de faire du black. Le gouvernement, c'est lui qui devrait avoir honte de m'obliger à être malhonnête. Les 3 employés se retrouvent dans les combines de leur patronne. Le plongeur à mi-temps est correctement déclaré. Une des serveuses est une occasionnelle sans contrat, l'autre une salariée en CDD, avec qui on peut s'arranger. Elle est déclarée 35 heures par semaine et elle a un salaire net déclaré de 1 200 €. Et moi, au black, je file 300 € de plus. Et après, quand elle dépasse... En fait, je suis payée 1005, quoi. Du coup, elle va jusqu'à 1005, de 1002 à 1005 au black. Et comme j'explique, mes heures, voilà. Quand vous dépassez les 35 heures, est-ce que ça vous va que je vous paye 12 € net de l'heure au black? C'est bien. Vu mon expérience, oui, je trouve que c'est bien. Okay. Voilà, donc au moins, vous faites, voilà. Si vous faites 10 heures par semaine, vous avez pris 120 €. Vous multipliez par un mois, sur un mois, vous avez 400 € de plus de salaire dans le mois. Ouais. Donc 2005, vous passez à 1009 pour 45 heures par semaine. Ouais. Plus c'est pour voir. Ouais. Même si c'est une toute petite partie de votre salaire qui n'est pas déclarée, ouais. Est-ce que ça pose un problème de positionnement par rapport à la collectivité ou pas? Bon, moi j'ai envie de dire là un peu chacun pour sa pomme. Non mais c'est vrai. Je défends mon beefsteak, quoi. Je suis la première à lui demander des heures ou des continues, quoi. Donc non, ça me dérange pas. C'est con, hein, mais non, ça me dérange pas. Donc quand je demandais des bons salaires, en fait, voilà, j'ai reçu pas mal d'impôts. À quoi ça sert de négocier des bons salaires pour payer je sais pas combien d'impôts?
Et après, quand on a des petits salaires, on n'a pas beaucoup d'ACDIC non plus derrière. Enfin, du coup, je jongle avec les deux, quoi. En fait, je demande un SMIC, comme ça j'ai des ACDIC, et le reste est payé au black, comme ça je paye pas trop d'impôts. Voilà. J'essaye d'avoir un peu des deux. D'ailleurs, on devrait apprendre aux nouvelles personnes qui veulent se mettre à son compte, nouveaux entrepreneurs, on devrait leur apprendre à faire comment on fait du black. Donc voilà, moi j'appelle à la révolution. À Marseille, 3 semaines après le contrôle sur son stand de fruits et légumes, le commerçant qui ne déclarait pas ses employés vient s'expliquer devant l'URSSAF avec son comptable. Alain et ses équipes le surveillent depuis plusieurs mois. Ils ont pu enquêter son dossier en profondeur. Alors, je suis remonté dans le temps, parce que j'essaie un peu de comprendre un peu le mode de fonctionnement de votre entreprise, l'historique, etc. Donc, c'est une question, c'est depuis la création de l'entreprise en 2005, vous et votre frère, à de rares exceptions près, êtes les seuls salariés de l'entreprise. D'accord? Ce qui laisse supposer que vous employez depuis toujours du personnel non déclaré. Vous employez qui le mardi sur la Ciotat? On est 9 frères, je vous explique. Eh oui. On est quand même 9 frères, 9 garçons. C'est pas que pour les marchés, on est très solidaires dans la famille. Comment enregistrez-vous vos recettes et quels documents transmettez-vous à votre comptable? Et selon quelle périodicité? Ben, c'est tous les mois. Hein, et il nous donne la COEF, la recette mensuelle. C'est des recettes mensuelles. Comment il vous les donne? Ben, sur son cahier de recettes. Enfin, nous, on nous transmet le chiffre d'affaires mensuel qu'on enregistre directement. D'accord. Donc vous avez un cahier. Bon. Vous avez un cahier de recettes mensuelles? Je sais pas, mon cahier. Enfin, nous, on a un chiffre d'affaires mensuel. Voilà. Vous savez quel est votre chiffre d'affaires de 2013, par exemple? Vous le connaissez, le chiffre d'affaires que vous avez déclaré? Non. Je vous dis, c'est pas le nom de mon comptable. Non, mais vous, quand même, ça vous intéresse pas? Non, c'est pas que ça m'intéresse pas. Je vous ai dit. La question de confiance, c'est déclarez-vous l'intégralité de votre chiffre d'affaires? Non. C'est bien de le dire, parce qu'au moins... Parce que on a beau virer et tourner, on s'aperçoit que c'est non. Hein, donc autant que ce soit vous qui le reconnaissiez. En 2013, le revenu de votre foyer fiscal est de 7 866 €. Si je retranche mon revenu fiscal qui est déclaré au fisc de 7 866 €. Si je retranche les taxes foncières de votre maison d'habitation principale et celle de la treille, d'accord, 1906 €. La taxe d'habitation, 265 €. La rente viagère de 4200 €. Vous savez, pour le viager que vous avez. Mais il vous reste pour l'année 1495 € pour vivre. Et c'est là que je me pose la question, comment faites-vous pour vivre avec 1495 €? 1495 divisé par 12, vous savez combien ça fait? Ça, 14 €. Non, 120. Ouais. 120 € pour vivre. Par mois. Ouais. Je me contente pas trop, mais bon. Non, mais... Et il vit en prélevant sur la caisse, tout simplement. Il a un salaire officiel qui lui permet de percevoir par ailleurs la prime pour l'emploi, qui lui permet de percevoir des prestations qui sont perçues en fonction des revenus déclarés. Et voilà, donc on a tout intérêt à ne pas déclarer la totalité de ses revenus pour bénéficier de ces effets induits que sont la prime à l'emploi et des prestations familiales. Quand j'étudie votre dossier, je me dis, il m'en manque. Il m'en manque pour les salaires et il m'en manque pour vivre. Vous comprenez bien une chose, c'est que si vous faites travailler des gens et que vous les rémunérez, c'est que nécessairement vous les prenez dans la caisse. On est bien d'accord. Vous n'allez pas retirer à la banque
de l'argent pour le donner. Vous ne faites pas de chèque, vous ne faites pas de carte de crédit pour payer les gens. Donc à un moment, vous le prenez sur la recette. Certainement, il va y avoir un préjudice fiscal, il va y avoir un préjudice social CAF, il va y avoir un préjudice URSSAF, notamment pour le non-versement de cotisations. Et donc on voit déjà qu'il y a 3 victimes identifiées. Alors, en ce qui concerne les salariés qui ne sont pas déclarés, il peut y avoir d'autres victimes identifiées comme Pôle emploi, puisque certains sont au chômage, et ça commence à faire beaucoup de monde. Je croyais que j'étais venu pour les ouvriers. Ben oui. J'ai fait beaucoup de bêtises. Quand je fais une bêtise, ma mentalité, elle est là. J'ai fait une bêtise, et ben demain, je travaille 2 fois plus pour la compenser. Tout un système occulte a été mis à jour. Ce commerçant a bâti au fil des années une économie totalement souterraine. Avec lui, plusieurs salariés cumulaient des rétributions en cash en plus de leurs revenus sociaux. L'URSSAF demande la fermeture administrative du commerce et réclame 264 000 € pour les cotisations salariales impayées. Le patron sera également poursuivi au pénal. En 2013, les contrôles de l'URSSAF ont permis au pouvoir public de récupérer 291 millions d'euros. Une goutte d'eau face au manque à gagner des 20 milliards d'euros du travail au noir. Alors l'État a sonné la riposte. Il a créé les CODAF, les comités opérationnels départementaux antifraude. Présents sur tout le territoire, ils se chargent de juguler la fraude des entreprises, Bonjour à tous. la plus coûteuse pour les finances publiques, sous l'autorité d'un procureur. Bienvenue à ce CODAF opérationnel. Donc, je suis Sophie Ménard, je suis la nouvelle vice-procureure en charge du CODAF. Monsieur le procureur a eu à cœur de regrouper au sein d'un même pôle toutes les infractions fiscales, fraude aux prestations sociales, infractions douanières, donc tout ce qui portait atteinte au budget de l'État, et notamment le travail dissimulé. Alors jusqu'à présent, tout ça a été éclaté. Les CODAF regroupent depuis 2010 tous les enquêteurs antifraude de l'État. Ceux de l'URSSAF, des douanes, de la Sécu, de la police, de l'inspection du travail et bien sûr du fisc. Toutes ces administrations qui travaillaient chacune dans leur coin sont aujourd'hui priées de la jouer collectif pour enrayer la gangrène du travail dissimulé. Donc déjà, j'aimerais savoir un petit peu sur quel objectif vous souhaitez travailler et des activités que vous auriez pu identifier comme pouvant donner lieu à un certain nombre de contrôles. Monsieur Jiquel, est-ce que vous aviez d'autres souhaits particuliers d'opération CODAF? On a assez peu de doutes sur l'existence d'abus dans le secteur du spectacle, etc. Donc nous, on réalise donc plusieurs contrôles de situations qui peuvent mettre en évidence la présence de faux stagiaires. On a découvert un réseau d'une société de sécurité et une grande partie du personnel n'était pas déclaré. On a une 40aine d'entreprises qui sont concernées pour avoir eu recours à cette fausse facture. Moi, la question que je me posais inévitablement pour les CODAF, c'était ce problème qui est tout à fait, qui est dans le BTP tout à fait prégnant et qui provoque aussi un peu la colère de nos concitoyens et des intervenants dans le BTP, c'est le problème des faux détachements. Est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient être envisagées? Est-ce que... On avait évoqué à plusieurs reprises de se relancer sur des contrôles d'envergure. Il s'agit du contrôle de la minimum wage. Donc on est sur un chantier qui est très avancé, mais qui est quand même encore loin d'être fini. Enfin, en tout cas, il reste un certain nombre de travaux. Ce qui peut être intéressant, c'est donc une zone du chantier donc, sur laquelle interviennent énormément de corps d'état secondaire, c'est-à-dire des plaquistes, des peintres, des personnes qui vont réaliser les travaux de revêtement de sol, etc. Corps d'état secondaire dans lequel on constate quand même fréquemment des situations de travail dissimulé. On a vu monter avec la libre circulation des travailleurs dans le cadre de l'Union européenne d'autres formes d'infractions en matière de travail dissimulé, et notamment l'apparition de toute une série d'entreprises avec des salariés venant principalement des pays de l'Est, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie. Ces entreprises ont prétendument une activité dans un pays d'origine, sont censées se déclarer à l'inspection du travail pour travailler sur le territoire national et déclarer
déclarer également leurs salariés. En pratique, et on découvre qu'on a des sociétés qui sont des coquilles vides dans leur pays et qui ont une principale activité sur le territoire national en employant de la main-d'œuvre originaire de ces pays, mais évidemment pas du tout traitée comme de la main-d'œuvre, comme des salariés français. Ce matin, les membres du CODAF d'Île-de-France ont pris pour cible un important chantier parisien. Ils ont espoir de débusquer des faux travailleurs détachés, car les sous-traitants européens aux pratiques frauduleuses inondent le marché du BTP. On les retrouve aujourd'hui dans la quasi-totalité des chantiers de France. Pour cette opération, une soixantaine de policiers se mobilisent pour canaliser plusieurs centaines d'ouvriers. C'est une très grosse opération et on est très nombreux. En réalité, là, on n'est qu'une petite partie de l'équipe. Il y a une autre partie. Voilà, donc on va rentrer de ce côté-là. Comment je vais faire? Lors du contrôle, l'effet de surprise est primordial. Aucun travailleur ne doit s'enfuir. C'est quoi votre poste? Je fais monteur. Monteur. Votre entreprise, c'est quoi? Moi, je suis en intérim. Depuis quand? Depuis 5 ans, en plus. Première étape pour la police, investir rapidement le chantier, vérifier l'identité de chaque salarié, puis les regrouper par entreprise. Vous êtes tout seul à travailler là? Non. Il y a d'autres personnes? Ils sont où? Les autres personnes qui travaillent avec vous sont où? C'est partout. Il y en a partout? Partout, oui. Bonjour monsieur. Ça y est, on est contrôlé. C'est bon, on a déjà contrôlé? Ouais. Au deuxième étage? Ouais. Je peux vous demander votre badge et une pièce d'identité, s'il vous plaît? Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux vous demander votre badge et une pièce d'identité, s'il vous plaît? Un document d'identité. Pièce d'identité, bulletin. Les employés sont ensuite regroupés à l'extérieur. C'est au tour des inspecteurs du travail d'entrer en scène. Ils interrogent les travailleurs détachés pour vérifier s'ils sont bien déclarés auprès de l'administration et si leurs conditions de travail respectent bien le droit français. Il y a des gens qui sont chantier ou pas? Vous avez été recruté où? Au Portugal. Par qui? Sur Internet. Sur Internet. Vous êtes déjà allé dans les locaux de l'entreprise? D'abord au Portugal. Non. Je connais le nom parce qu'il est dehors affiché. Mais c'est quand même votre employeur? Je pense. Vous en êtes pas sûr? Non, je suis pas sûr, mais ça, ces questions-là, il va falloir les poser, ça à monsieur l'ingénieur. Non, mais je comprends. Non, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que vous êtes salarié d'une société qui est au Portugal. Oui. Vous n'êtes pas résident en France? Non. Et vous connaissez pas votre employeur, celui qui vous paye? La société, non, je ne connais pas. Vous êtes arrivé en avion, en car? Autocar. Autobus? Ils sont arrivés tous ensemble ou pas? Non. Non? Qui c'est qui paye le voyage? Quel voyage? C'était lui, le monsieur. C'est moi. Ça a été lui. C'est vous qui avez payé? C'est moi, oui. Vous êtes remboursé? Il est remboursé? Je posais en paga ta viage. Non. Normalement, vous devriez être remboursé, normalement. Ils sont pas là en vacances? Non, je pense. Enfin, je sais pas. Moi, je veux passer des vacances, c'est pas ici. Hein. Surtout avec ce froid-là. Hein. Pour les vacances, c'est pas terrible. Hein. Ouais, non, pas du tout. Donc, normalement, les frais de transport, ils sont pris en charge par le patron. Vérification faite, les travailleurs détachés portugais sont bien déclarés. Ils ne sont venus en France que pour ce chantier. Ils repartiront ensuite au Portugal, une fois leur mission achevée. En revanche, leurs conditions de travail semblent irrégulières, ce qui constitue une infraction. Ici, on a groupé 4 sociétés. 4 sociétés, d'accord. 2, 3, 4. Ici, les principaux, c'est des Roumains. D'accord. Une société pour laquelle il y aurait eu un détachement. D'accord, ok. Parce que normalement, ce qu'il avait dit, c'est qu'il n'y avait eu aucun détachement pour des sociétés roumaines. Hein. D'accord.
Là, on a des sociétés qui interviennent en sous-traitance, qui ne sont pas forcément connues, qui peuvent l'être, mais pas nécessairement par le maître d'ouvrage et par le maître d'œuvre, et qui emploient des salariés en les sous-payant au regard de ce que fait une entreprise avec pignon sur rue en France. Et vous, est-ce que vous avez du personnel sur le chantier? 2 sociétés de sous-traitance roumaines sont dans le collimateur. Un inspecteur du travail interroge ce chef de chantier roumain, employé par une entreprise française. C'est elle qui a fait venir les sous-traitants de Roumanie. La sous-traitance, elle est déclarée, vous savez si... Oui, elles sont déclarées, oui, bien sûr. Le maître d'ouvrage, il est au courant que vous faites travailler bien sûr. Ces sociétés? Oui. Oui, non, mais je... Oui. Bah, on a tous les documents. D'accord. Eh ben, justement, dans un instant, je vais appeler une de mes collègues, justement, qui doit... Voilà, je reviens vite à vous. D'accord. Je souhaite que tu vois avec la maîtrise d'ouvrage, je veux savoir donc, si ces sous-traitants sont connus, et puis que tu récupères tous les documents qui sont détenus par la maîtrise d'ouvrage concernant ces 2 sociétés. La réponse tombe rapidement. Les 2 sociétés roumaines ne sont pas déclarées auprès du maître d'ouvrage. Il s'agirait donc de faux travailleurs détachés. On a quelques questions à vous poser, d'autres questions. Il n'y a pas de souci. Asseyez-vous, Stéphane, vous. Asseyez-vous. Une fois qu'on a passé par salarié cette étape-là, qu'est-ce que l'on fait? On va travailler sur le caractère international, le caractère de détachement de l'entreprise, de son donneur d'ordre, lorsque l'entreprise est étrangère. L'idée pour le fraudeur, c'est de créer une structure dans un pays européen, qui autorise facilement le détachement et d'avoir en fait une activité réelle, permanente et continue sur le territoire français, pour ne pas avoir à payer les charges et les impôts, bien évidemment. Ces entreprises-là, vous les connaissiez ou pas, avant de commencer à travailler avec? Non. Non? Vous savez depuis quand ils interviennent, ces 2 sous-traitants? Environ 2 ans. À peu près 2 ans? L'activité, elle était plus importante en Roumanie ou en France? À cette date-là, c'était en France. Mais maintenant, ils sont agrandis en Roumanie aussi. Maintenant, ils se sont agrandis en Roumanie. Donc quand vous avez commencé, il y avait plus d'activité en France? Oui. Visiblement, les sociétés roumaines ont l'essentiel de leur activité en France. Normalement, elles devraient payer leurs charges et leurs impôts dans notre pays. Des investigations doivent être poursuivies pour vérifier quel est le contenu de leur activité dans le pays d'origine, voir si elles existent ou si c'est simplement une coquille vide. Et au vu des éléments qu'on aura, et notamment des auditions des gérants, qui vont être tout à fait fondamentales dans l'enquête, on verra quelle suite judiciaire donner. Mais il est clair que sur ce type de chantier et avec ce type de contrôle, on ira jusqu'au bout. Bon, merci. Quelle heure il est? Et 55, c'est l'heure d'aller manger. Merci à vous. Au revoir. Chaque année, le faux détachement coûterait 380 millions d'euros à l'État en cotisations sociales et impôts impayés. Sur les 300 000 travailleurs détachés en France, la moitié serait dans l'illégalité. Mais il y a d'autres dispositifs légaux, tout aussi pernicieux, dans lesquels vient s'immiscer le travail dissimulé. Les premières victimes sont souvent les plus précaires. En France, dans la Meuse, Yvon, 72 ans, fait partie de ces seniors obligés de se remettre au travail pour joindre les 2 bouts. Ancien employé de la restauration collective, sa retraite de 1 400 € est tout juste suffisante pour assumer ses charges. Alors, 2 fois par semaine, il fait de la distribution de prospectus. Ça permet de survivre. Ça me permet au moins de pouvoir couvrir le loyer, une partie du loyer, parce que bon, c'est pas assez. Hein. Ça me permet aussi d'aider un peu certaines personnes de la famille quand elles en ont besoin, parce que j'ai une fille qui a traversé des difficultés, là. Ça m'a permis de donner un petit coup de main, quoi. Je dis bien un petit coup de main, parce que j'aurais voulu pouvoir apporter beaucoup plus. J'ai des petits-enfants. Je pense à tout ça, mais c'est pas beau l'avenir, j'ai peur quelque part. Aujourd'hui, Yvon est fatigué. Il s'estime floué par son employeur. Une grosse entreprise qui emploie comme lui près de 23 000 colporteurs à travers toute la France.
Ben voilà, aujourd'hui, ma feuille de route pour la distribution que j'ai à faire sur mon secteur alloué. Le temps de préparation prévu par la société est de 0h44 de temps de travail fixé. Je sais que je vais en mettre beaucoup plus, tout en allant très vite. Chacune des étapes de la journée de distribution correspond à un temps de travail fixé par l'employeur. On appelle cela la pré-quantification. À 10 h, l'étape de préparation commence. Une véritable course contre la montre pour tenir les délais imposés par l'employeur. Ça a été pensé, ça a été établi par des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le travail réel de la distribution, la dureté du métier, un cadencement impossible à réaliser, même en étant un bon sportif, c'est impossible de le réaliser. Hein. Impossible. Ça a été pensé par des gens qui sont dans le fric. Voilà, parce qu'il y en aura moins à payer au niveau du salaire, quoi. On me demande de faire un travail, de remplir des conditions, des obligations. Je l'ai fait, et moi je demande à l'employeur de respecter ces obligations. C'est-à-dire de nous payer réellement le temps travaillé. J'évalue 50 à 60% des gens qui sont en position de retraite pour, comme moi, améliorer, payer ci ou payer ça, faire un plus à la retraite. Après, c'est des femmes seules, souvent, avec des gosses, des gens en difficulté, la précarité, quoi. Alors, il y en a, c'est des catastrophes. Sans s'arrêter, il faudra finalement 1h20 à Yvon pour finir sa préparation, et non 44 minutes, comme l'avait calculé son employeur. Voilà. C'est du travail bonbon. J'appelle ça, moi, du travail dissimulé. Aussi étrange que cela puisse paraître, la pré-quantification du temps de travail est une pratique légale. Mais Yvon prend le risque de dénoncer les abus qu'il affirme subir de la part de son employeur. Il ne veut plus être un forçat du prospectus. Vous faites de la démagogie, c'est ce qui m'a été dit le 25 septembre dernier par un cadre de l'entreprise. Je fais de la démagogie. On ne voit pas où est la démagogie là-dedans pour dire... Alors que moi, j'ai dit la vérité. S'ils me licencient, ou qu'ils me mettent à pied demain matin, bon, j'ai ma retraite, j'ai assez vécu dans le monde du travail, mais ça ne m'empêchera pas de dire encore la vérité. Bon, beaucoup de collègues ne voudraient pas témoigner comme je peux le faire, parce qu'ils ont peur du lendemain. Ils ont peur de la mise à pied, du licenciement. Moi, je suis bien content d'avoir du travail. Ça, je l'ai entendu. Il faut s'estimer heureux. Oui, il faut s'estimer heureux quand on est heureux dans le travail. Oui, là, je serais d'accord. La tournée d'Yvon, c'est 7 villages visités, des centaines de boîtes aux lettres et une dizaine de kilomètres à pied. Lui, l'ancien employé de collectivité locale, n'imaginait pourtant pas devoir passer sa retraite à arpenter les routes de la région. Il y a de la distance. Je préférerais payer un abonnement sportif et faire le sport qui me plaît. Vous êtes essoufflé quand même un peu là. Oui, je suis un peu essoufflé, mais bon, je vais retirer le manteau à l'arrivée de la voiture. C'est à cause du manteau que vous êtes essoufflé, sérieusement? Ah, ça, il fait bon, je ne croyais pas qu'il allait faire si bon. Enfin, c'est pas le manteau qui vous essouffle, Yvon. C'est le marché. Ah ben j'ai plus 20 ans, hein, je le reconnais. Mais ceux qui ont 20 ans, puis qu'ils gagnent la misère comme je la gagne là, ben, je les plains pour leur avenir. La pression, c'est terrible. On est toujours en train de bosser. Finalement, on a un contrat qui nous dit qu'on travaille à notre rythme. C'est faux. Parce qu'on est obligé de faire des cadences pour arriver dans le temps. On ne peut pas y arriver d'ailleurs. On ne peut pas, ou alors il faut être un surhomme. Ça n'existe pas. Son entreprise a calculé pour Yvon le temps nécessaire à sa tournée. 2h36 précisément. Alors pour essayer de tenir sa feuille de route, il maintient toute la journée
un pas cadencé. Bon, ben là, je retourne à la voiture et puis je vais faire les isolés en voiture pour gagner du temps. Et si je ne sais pas gagner du temps, ben, j'en ai pour quelques heures de plus, quoi. Les tribunaux épinglent régulièrement des entreprises comme celle d'Yvon pour avoir sous-estimé intentionnellement le temps de travail de leurs employés. Les juges requalifient alors les heures non payées en travail dissimulé. Ce jour-là, Yvon mettra 4h30 pour finir sa tournée, au lieu des 2h36 prévues. Au final, ce sont au moins 4 heures de travail qui s'envoleront de sa fiche de paie. Là, j'en ai pour... j'ai 2 maisons éloignées, j'en ai un peu qu'il faut sauter. J'en ai pour 40 minutes et l'autre 25-30 minutes. Voilà. C'est comme ça chaque semaine. Yvon sera peut-être mis à pied après son coup de gueule. Mais au moins, il a le courage de dénoncer la préquantification. Un nouveau système où le travail au noir flirte avec la légalité. Symbole d'une époque qui oublie de protéger les plus fragiles. Et que dire des auto-entrepreneurs? Un autre statut légal instauré à l'origine pour favoriser la création d'entreprises. Il permet de se faire engager comme travailleur indépendant pour toutes sortes de métiers, sans imposer de charges salariales. Un rêve pour les patrons tricheurs qui ont une fâcheuse tendance à transformer leurs salariés en faux auto-entrepreneurs. À l'Ursaf PACA, on s'intéresse justement à une nouvelle affaire. Donc, qu'est-ce que vous avez au menu, alors? Alors, au menu, une opération régionale, concertée avec nos collègues de Toulon. Donc, le but, c'est de contrôler dans les galeries marchandes de la région les Pères Noël et leurs photographes. C'est de la minoration de chiffre d'affaires sur le statut? C'est l'absence totale de déclaration de salarié. Absence totale de déclaration? Voilà. Soit de recours à de faux statuts, genre statut d'auto-entrepreneur. Juste une question, c'est des clients connus chez nous, les cibles, là? Oui, c'est suite à une information qui nous a été transmise. Ouais. Donc on a fait les recherches nécessaires pour vérifier si c'était cohérent. Et effectivement, ça l'est. D'accord. Il y a un responsable de tout ça? Oui. Qui est clairement identifié? Tout à fait, oui. D'accord. Il y a un enjeu financier important, je suppose? Alors, pour les Pères Noël, s'il s'avère que la situation perdure sur les 5 dernières années sur 7 sites, on en est à 110 000 euros. Et si les photographes ne sont pas des travailleurs indépendants, à ce moment-là, on double la mise. Dans les galeries marchandes de Marseille, un chef d'entreprise fait tourner plusieurs business de photos de Père Noël pendant les fêtes de fin d'année. Selon l'Ursaf, cette activité représenterait un chiffre d'affaires conséquent d'environ 70 000 euros mensuels. L'employeur prétend embaucher des indépendants. Mais l'Ursaf pense avoir déniché des salariés déguisés en auto-entrepreneurs. Sur le terrain, Alain et Eric sont à la recherche des indices de ce qui pourrait être une vaste escroquerie. Faire un contrôle de vous, du Père Noël. Hein? Je vais juste être obligé d'interrompre un instant le petit Papa Noël pour lui poser quelques questions. Donc elle aura fini? Dès qu'il aura fini, quoi. En cours d'affiliation comme auto-entrepreneur? Auto-entrepreneur. En animateur. D'accord. Vous êtes bien oui. immatriculé? Oui, oui. Oui. Enfin, j'ai le début d'activité, j'attends l'immatriculation. Enfin, vous avez la pièce, vous êtes en cours d'immat? Oui. Bon, ça va, d'accord. Donc c'est vous qui avez choisi librement ce statut-là ou c'est M. Rey qui vous a conseillé de prendre plutôt ce statut-là d'auto-entrepreneur? De commun accord. D'un commun accord. Est-ce que c'est vous ou c'est M. Rey qui a choisi le statut d'auto-entrepreneur? Est-ce que c'est moi ou c'est Oui. lui? Quand vous êtes venu pour travailler, on vous a dit, je vous fais travailler. J'y étais déjà. Vous l'étiez déjà, c'est-à-dire? Auto-entrepreneur. Vous êtes là depuis le 30 octobre. Non, je ne suis pas là depuis le... Non, je suis entrepreneur depuis le 30 octobre. On est d'accord. On est d'accord. Comment peut-on être travailleur indépendant lorsqu'on est Père Noël de telle date à telle date?
on s'immatricule comme auto-entrepreneur le 1er décembre et on se radie le 24 décembre. Franchement, il n'y a pas d'activité réelle. C'est totalement fictif, c'est détourné de son objet. Tout l'équipement, c'est vous qui ou le louez, ou l'avez acheté, ou le... Il y a une partie qui est fournie, une partie qui m'appartient. Qui c'est qui vous a fourni le matériel? Appareil photo, ordinateur. L'appareil photo, c'est à moi. Vous avez la facture? Avec moi, hein. Qui fixe le tarif des photos? C'est monsieur, avec lui. Voilà. Si un jour, il fallait reproduire la photo, est-ce que vous toucheriez quelque chose dessus? C'est vous qui avez pris la photo. Bon, les photos ne vous appartiennent pas, on est d'accord? Ok. Est-ce que c'est elle qui a fixé son propre tarif? Est-ce que c'est elle qui a choisi son statut? Est-ce qu'on l'a pas forcé? Est-ce que c'est elle qui est propriétaire du matériel? Est-ce que c'est elle qui loue le stand? Est-ce que c'est elle qui fixe les tarifs? Est-ce que c'est elle qui, par exemple, va récupérer pour elle-même la recette? Bon, et lorsqu'on s'aperçoit que c'est répondu de façon négative de partout, on en conclut que c'est simplement une personne qui est là, qui est dans le cadre d'un service organisé de surcroît par l'employeur et qui a opté pour un faux statut dans le seul but de ne pas payer ses charges. Alors, êtes-vous payé à l'heure, à la journée, à la photo et combien? Je suis payée à la journée. Combien? Je suis obligée de dire combien? Ah ouais, vraiment pas le choix là. 40 €. 40 €. Et vous travaillez donc, vous m'avez dit, selon les horaires de la galerie marchande. Le matin, 10 h. 10 h, ouais. Ah, 12 h. Ouais, 14 h. C'est ça. À 19h30. 19 h. 19 h. C'est un peu comme on le sent, quoi. D'accord. Est-ce que vous le sentez bien? Hein? Est-ce que vous le sentez bien? Mais ça dépend de la clientèle. Ah, d'accord. Voilà. Ben, je lui pose ces questions sur les horaires de travail qu'elle effectue pour déterminer l'assiette des cotisations sur laquelle je vais calculer donc les cotisations et les réclamer à l'employeur. C'est aussi simple que ça. Donc si elle perçoit 40 € pour 10 heures, je ne tiendrai pas compte des 40 €, même si c'est la réalité, mais je vais appliquer le SMIC sur 10 heures et je vais calculer les cotisations sur ce montant, qui sera notifié à l'employeur. Il risque beaucoup, ce monsieur? Je ne sais pas, nous allons voir, mais ça va être en plusieurs dizaines de milliers d'euros, vraisemblablement. 2 mois plus tard, l'employeur convoqué pour s'expliquer devant l'URSSAF ne se présentera pas à sa première audition. Officiellement, il est à l'étranger pour une durée indéterminée. Mais un de ses anciens employés, Jean-Pierre, un intermittent du spectacle âgé de 70 ans, a tenu à nous dévoiler les méthodes du patron des Pères Noël. Au départ, c'est une annonce sur un journal, un rendez-vous dans un hôtel, sur le Prado, discussion avec ces jeunes gens, ces personnages. Pour commencer, il m'a embauché sous le statut de salarié normal, on va dire, hein, déclaré. Et puis, curieusement, un jour, il a proposé à tout le monde l'auto-entrepreneur, que certains ont accepté, d'autres ont refusé, ont quitté. Nous étions à peu près une douzaine. Pour me convaincre d'être auto-entrepreneur, il me disait que c'était la meilleure solution et que tout le monde s'en sortait bien. Moi, j'ai refusé parce que quelque part, je sentais que l'auto-entrepreneur, ne connaissant pas la législation, mais je pensais que ce n'était pas quelque chose de très clair et de très net. Et le comble, c'est que un jour, j'ai appelé parce que je n'avais pas été payé et on m'a dit que je les emmerdais et que je n'avais plus à attendre mon salaire. Voilà. Derrière tout ça, malgré nos discussions, malgré les courriers, malgré les coups de téléphone, une autre personne que, on va dire que je ne connais pas, téléphonait par derrière pour me, en quelque sorte, menacer, quoi, voilà. On va te casser les jambes, enfin bref. Qu'est-ce que vous savez sur ce patron, sur cette personne qui a des recours à des faux auto-entrepreneurs aujourd'hui?
Cette personne est elle-même auto-entrepreneur. Et comme vous avez pu l'entendre, des fois avec un effectif non déclaré de 12 personnes sous forme d'auto-entrepreneur ou sous aucune forme. Sous aucune forme. C'est-à-dire non déclaré purement et simplement. À dire vrai, nous n'avons pas fait que cette entreprise. Nous avons fait des centres commerciaux autres dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Et on s'aperçoit que soit, effectivement, on a toujours un recours à un faux statut, soit les gens ne sont pas déclarés. Pour l'instant, on n'a pas vu quelqu'un en règle sur ce type de thématique. Le travail au noir se développe souvent sur le terreau de la vulnérabilité. Il sombre dans l'esclavage lorsqu'il s'appuie sur le travail des clandestins. Dans le 10e arrondissement de Paris, Château-d'Eau est connu des services antifraude pour fonctionner massivement grâce aux sans-papiers. Ces employés fantômes, on les trouve dans les quelques 150 salons de coiffure du quartier ou sur le boulevard avec leurs rabatteurs. Ici, la seule loi est celle de l'omerta. 2 inspectrices du travail ont accepté de nous emmener en caméra cachée faire un contrôle. Une plongée dans ce monde du silence, dans les coulisses des salons de coiffure de Château-d'Eau. Bonjour, bonjour monsieur. Les inspectrices connaissent bien cette affaire. Mais à chaque contrôle, elles découvrent toujours de nouveaux employés. Il n'y a que 2 coiffeuses là? Oui, 2 coiffeuses. Allez-y. Je vais noter votre nom. C'est votre nom? Luona, d'accord, ok. Et vous êtes manucure ici? Vous faites les ongles? Oui. D'accord. Vous travaillez depuis combien de temps ici? 6, 8 mois? 6 mois, d'accord. Donc 88 heures par mois? Oui. C'est ça? C'est ce que vous faites? Oui. Je passe souvent les rendez-vous. Donc je viens et ça tombe sur les 88 heures. Ça tombe pile poil sur les 88 heures? Oui. Donc elles sont payées les heures qu'elles viennent? C'est pas en fonction de leur travail? Non, non, c'est en fonction de l'heure qu'elles font. Alors, c'est quoi la durée du travail? Je ne peux pas vous dire parce que déjà vous savez la comptabilité. Ouais. C'est pas moi, c'est mon gérant. D'accord? Donc je vais voir avec les dossiers que j'ai en bas et vous-même vous allez vérifier. On sait bien que ici c'est comme ça que ça fonctionne, je veux dire dans le quartier en général. Ils sont payés en fonction du nombre de clients, c'est ce qui se pratique. Non, en fonction des clients, vous savez quand on dit en fonction, vous avez un pourcentage sur ça en fait. Oui, mais ça c'est un système, c'est vrai que vraiment c'est aussi africain, pro-africain, mais c'est le système des châteaux d'eau qui demande ça pour ne pas que les coiffeuses puissent aller coiffer les clients à la maison. Vous voyez? Les pratiques dans le quartier, pas dans tous les salons, mais c'est de rémunérer les salariés à la tâche. Donc ils sont payés un pourcentage de ce que versent les clients qui coiffent. Ça veut dire qu'un salarié qui vient travailler mais qui n'a pas de clients, il peut très bien passer 10 heures dans le salon et ne pas être payé. Donc là, c'est carrément du travail gratuit, quoi. C'est-à-dire que les gens viennent, ils sont à la disposition de l'employeur, mais ils ne sont pas rémunérés. Chaque fois que je viens, c'est vous que je vois, c'est pas le gérant? C'est Diakité qui s'occupe de tout. Tout le monde le connaît, tout le monde le connaît, tout le monde sait que vous allez demander... Moi, je le connais pas. Ouais, mais bon, en tout cas, vous savez quand même que, effectivement, pénalement, c'est le gérant qui est responsable. Oui. S'il gère vraiment son établissement. Maintenant, si en fait c'est vous qui vous occupez de tout, qui êtes tout le temps ici et qui nous répondez, on pourrait aussi considérer que c'est vous qui êtes responsable de l'établissement. Voilà. Il y a des gérants qui sont pas là et qui délèguent leurs responsabilités à d'autres personnes. Donc c'est vrai qu'on a vraiment des systèmes d'organisation en cascade où au final on a du mal à savoir qui est vraiment responsable de l'entreprise et puis surtout qui est-ce qui profite, qu'est-ce qui bénéficie qu'est-ce qui touche les bénéfices de cette activité. La dame qui s'occupe de la manucure au rez-de-chaussée, elle n'est pas inscrite sur le registre? Oui, parce que déjà c'est maintenant, ça fait une semaine qu'on l'a pris. Au lieu de faire la déclaration, je me suis dit, je vais voir si elle est qualifiée ou pas. Oui, tant qu'à faire. Ouais. Et ça, après, si jamais elle ne va pas, vous pouvez vous en séparer sans avoir sans problème à lui payer de quelconque salaire. Vous avez un salarié qui n'est pas déclaré, et puis on en a trouvé une aujourd'hui. Moi, je ne sais pas s'il y en a une ou s'il y en a 10 chez vous. Il y a des endroits que vous ne trouvez même pas une personne déclarée. Je sais. Vous savez? Ah, mais je m'ai dit que vous étiez les pires, hein. Donc, je pense que j'ai au moins 9-10 personnes déclarées dans mon établissement. Je pense que vraiment, même si je ne suis pas aux normes,
Mais quand même, je paye ma cotisation à temps et à l'heure. Parce que je ne veux pas avoir de problème avec le SAF. C'est un système qui repose quand même sur la dissimulation de l'activité. C'est-à-dire que si aujourd'hui tous les salariés étaient déclarés, payés toutes les heures de travail qu'ils faisaient, conformément au SMIC, qu'ils avaient des congés payés, des vacances, etc., je pense que ces établissements seraient plus rentables. L'inspection du travail peut décider d'une fermeture administrative de 45 jours pour travail dissimulé. Mais les sanctions sont toujours difficiles à appliquer auprès de gérants insaisissables. Pourtant, au niveau du 57 du boulevard de Strasbourg, le système de château d'eau pourrait bien commencer à vaciller. Des femmes, pour la plupart clandestines, ont osé se révolter contre leurs conditions de travail. Soutenues par la CGT, les rebelles du 57 ont convoqué la presse pour dénoncer les abus et les magouilles locales du travail au noir. Quand tu travailles de 9h à 23h et minuit, tu te retrouves avec 200-300 euros. Comme ça, on ne peut pas subvenir à nos besoins parce que tu dois payer ton loyer. Nous qui avons des enfants comme ça, on doit nourrir les enfants et tout. Après, ça peut pousser d'autres filles à faire d'autres choses, la prostitution, les trucs, nous ne sommes pas en sécurité. Et moi, par exemple, il m'a dit qu'il allait me déclarer, il ne m'a pas déclaré. En termes de commerce ou d'entreprise, qu'est-ce que ça apporte? Il n'y a rien fiscalement qui sort de là, il n'y a rien en termes de protection sociale, rien en termes d'URSSAF, que dalle. Ce sont des courriers qui se sont amoncelés, hein, qui venaient du fisc, pas ouverts. Ce sont des baux commerciaux qui changent, qui passent de main en main. Ce sont des cessations et des reprises de bail. D'ailleurs, vous voyez, c'est fermé. Bam, on a tout de suite remis un truc, bail a cédé. Donc, on a bien compris que ça n'apporte rien économiquement. Rien. On ne parle pas de croissance, là, ici. Hein. La meilleure croissance, ce serait justement de déclarer tout le monde et de faire de l'activité. Les coiffeuses et les manucures du 57 sont sorties de l'ombre au mois de mai 2014, en faisant grève. Une révolution dans le quartier de Château d'Eau. Elles ont aussi pris l'initiative de contacter un syndicat pour faire pression sur leur employeur et réclamer des fiches de paie auxquelles elles peuvent prétendre, même comme sans-papiers. Mais plutôt que de les déclarer, le patron a mis son affaire en liquidation judiciaire avant de prendre la fuite, abandonnant ses employés à leur sort de clandestin. Vous voyez les débris dans lesquels on travaillait, avec les odeurs des produits et tout ça. Souvent, les sanitaires sont bouchés et tout ça. Mais on est obligé de rester. En fait, c'était la merde, quoi. C'était la merde. Tous les salons, même quand tu as les papiers, quand tu demandes à être déclaré, on te dit on te déclare que 2 heures. Là, comme ça, toi, ça t'arrange et moi aussi, ça m'arrange. Parce que 2 heures, c'est pas trop. Donc, ils déclarent que 2 heures, mais tu viens du matin jusqu'au soir. On te fait patienter, on te dit, bon, voilà, tu attends le soir, quand on va faire le compte de la recette, on va voir si on peut te donner quelque chose. À chaque fois, on revendiquait déjà l'argent, il disait, ouais, on va appeler la police. Il était le premier à dire, ouais, moi-même, je vais appeler la police. Si vous voulez appeler la police, appelez la police. Donc, avec ça, on se disait, mais si c'est dit ça, c'est que c'est nous, on va avoir des problèmes. On est indignés. On veut sortir de ce système. Parce que c'est un système, c'est un clan en fait. C'est un clan. Ils se disent dehors, ouais, de toute façon, ça ne va pas aboutir à quelque chose, vous n'allez pas changer Château d'Eau. Château d'Eau, c'est comme ça depuis des années, c'est pas vous qui va changer Château d'Eau, les lois de Château d'Eau. Quand on s'intéresse déjà à la situation de ces salariés-là, on remonte forcément
sur la manière dont est géré le quartier. C'est-à-dire qu'il y a des gérants de fait, mais il y a aussi des gérants qui sont au-dessus, qui tirent les ficelles et qui en effet détiennent une grande partie des salons de Château d'Eau. Et le même système d'exploitation est mis en œuvre sur plusieurs salons, c'est-à-dire des salariés ne parlant pas la même langue, donc avec des difficultés pour se concerter justement. Donc une stratégie qui a été clairement mise en place pour éviter que les salariés se rebellent. On a des salariés qui ont réussi à sortir du travail au noir, qui portent une bataille qui est forte, lourde, contre un système vraiment d'exploitation de travailleurs sans papier aujourd'hui qui est effectif dans le quartier. Et il y a un grand risque pour qu'ils retournent dans la clandestinité aujourd'hui ou qu'ils risquent d'être, en fin de compte, expulsés de nouveau vers leur pays. Grâce à l'aide d'un avocat de la CGT, les rebelles du 57 ont collectivement porté plainte pour traite des êtres humains. Ce qui, selon la loi, leur permettrait d'obtenir un titre de séjour, un premier pas pour prétendre à un travail légal. Mais depuis l'été 2014, elles attendent la décision de la préfecture, qui tarde à venir. Alors, pour montrer leur détermination, elles ont confisqué le salon de coiffure, occupé 24 heures sur 24. Ce soir, le maire du 10e arrondissement de Paris, Rémi Féraud et son conseil municipal ont tenu à envoyer un signal fort aux autorités en affichant leur soutien au combat des employés du 57. Ils ont organisé un parrainage républicain. C'est un moment important, un moment symbolique, mais pas seulement symbolique, un moment solennel, un moment officiel qui montre le soutien de la municipalité du 10e à un combat qui s'inscrit dans le 10e arrondissement et qui s'inscrit d'ailleurs profondément dans le système économique de Château d'Eau. Il y a des personnes, parce qu'elles sont vulnérables, parce qu'elles sont sans papier, qui sont exploitées, et il y a aussi une sécurité sociale, un pays qui ne touche pas les cotisations, les impôts qu'ils doivent recevoir. Je veux aussi saluer le courage des salariés et leur dire continuez, tenez bon. L'un des parrains ou l'une des marraines sera un élu du 10e arrondissement pour bien marquer cette protection symbolique que nous apportons aussi comme élus de la République. Le parrainage républicain est un acte civique. Il célèbre notre tradition d'accueil et d'asile pour tous ceux qui aspirent à la dignité et à l'égalité dans notre République, même dans le travail. La fraude au travail aurait été multipliée par 2 en 8 ans. Une tendance qui s'aggraverait. Restauration, BTP, mais aussi emploi à domicile. Nous sommes tous un jour confrontés au travail au noir. Est-ce toujours possible de faire autrement, surtout en temps de crise, lorsque beaucoup de nos compatriotes ont du mal à joindre les deux bouts? Sommes-nous les mauvais élèves de l'Europe? Quelles sont les nouvelles formes de travail au noir? Enfin, est-ce forcément toujours un mal? Beaucoup de questions passionnantes dont nous débattrons avec nos invités. À tout de suite.